J-2 avant le choc entre l'ancien champion Brandon Moreno et l'ancien prétendant à la ceinture Steve Erceg, Alex Pereira qui donne sa première longue interview depuis la perte de son titre, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Commençons avec l'UFC Mexico City et l'Australien Steve Erceg qui sera notre main event. Il est arrivé à Mexico City il y a 3 semaines pour s'acclimater à l'altitude. C'est d'ailleurs assez étrange pour lui parce qu'il a dû lever le pied lors de ses premières sessions d'entraînement pour ne pas trop se mettre dans le rouge et ensuite avoir du mal à retrouver le top de sa forme, ce qui est totalement contre-intuitif comme il le dit. À quelques semaines d'affronter Moreno, tu n'as surtout pas envie de ralentir l'entraînement. Et puis il faut savoir que lui, il est sur 2 défaites de suite. Il était prévu à la base d'affronter Azou Almabayev au début du mois. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé, il n'a pas vraiment eu d'explication. Finalement, le combat est tombé à l'eau et on lui a proposé Moreno en main event à Mexico City. Un mal pour un bien finalement, de son point de vue en tout cas, surtout qu'avec 2 défaites consécutives, il ne s'attendait pas à affronter quelqu'un d'aussi bien classé. Dans ce combat, il pense que le Mexicain va beaucoup s'appuyer sur sa boxe, mais il est aussi convaincu qu'il va lui tenir tête, voire même le déborder dans ce domaine, et que donc son adversaire n'aura d'autre choix que d'aller chercher un takedown. Il a aussi fait une autre déclaration à laquelle je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment croire, je vous explique. D'habitude, il a toujours un plan très clair, toujours une idée assez précise de comment le combat va se dérouler, mais cette fois, il ne sait pas pourquoi, il va laisser les choses se faire et s'adapter au fur et à mesure. Alors est-ce que ça fait partie de sa nouvelle mentalité? Quand tu es sur 2 revers consécutifs, il faut te réinventer, c'est vrai, alors peut-être. Maintenant, j'ai quand même du mal à croire qu'il s'engage dans ce combat sans une stratégie claire. Par contre, ce qu'il a changé, c'est sa préparation. Avant, il avait toujours peur de ne pas s'entraîner assez, donc il s'entraînait un peu trop, c'est en tout cas ce qu'il estime. Et puis aujourd'hui, il a rectifié le tir, il a aussi mis l'accent sur la nutrition, ce qui fait toute la différence d'après lui. Et puis un exemple tout bête concernant les entraînements, par le passé, il faisait une seule session de sparring la semaine, et c'était un sparring assez appuyé. Aujourd'hui, il a gardé cette habitude, il a gardé ce sparring dur, mais en plus, il fait du sparring très léger, quasiment tous les jours. Espérons forcément que ça porte ses fruits. Il est aussi revenu sur sa dernière apparition, une défaite par KO face à Kai Kara France. Il pensait être bien dans ce combat, il se retenait même d'aller à la guerre. Et puis l'erreur qu'il a fait, toujours d'après lui, c'est d'avoir reculé en ligne, chose qu'il ne faut pas faire, c'est vrai. On dit toujours de sortir sur les côtés, de tourner plutôt que de reculer. Malheureusement, il a fait cette erreur, il s'est fait toucher, ça a été la fin du combat. Et bien sûr, il espère ne pas reproduire ça dans le futur. Il a aussi déclaré qu'il avait toujours du mal à réaliser qu'il était rendu au point d'affronter l'élite de sa catégorie. Alors on pourrait penser que mentalement, ce n'est pas forcément bon de se sentir inférieur, ou en tout cas de ne pas se sentir à sa place, mais lui il a un autre point de vue là-dessus, il préfère penser de cette façon plutôt que de se croire le meilleur, d'avoir une forme d'arrogance et donc de se faire surprendre dans l'octogone. Bon ça, je pense que ça dépend bien sûr de chaque combattant. Certains ont besoin de se convaincre qu'ils sont les meilleurs pour performer à 100%, alors que d'autres préfèrent prendre un peu de recul. Et puis on termine avec une anecdote assez drôle. Vous le savez, Mohamed Mokaev, on en reparlera un peu plus tard, il s'est fait remercier par l'UFC, on lui reproche surtout son comportement. Lui, il dit qu'il ne comprend pas. Eh bien, on a Steve Erceg, lui, qui nous apprend qu'il y a environ 1 an, alors qu'il venait de se faire mettre KO, Mokaev lui avait envoyé un message pour savoir s'il était réveillé. Forcément, l'Australien, il l'a plutôt mal pris, et aujourd'hui, c'est lui qui ne comprend pas vraiment pourquoi le Russe est étonné lorsque l'UFC lui reproche son comportement. Face à lui, l'ancien champion et local de l'étape, le Mexicain Brandon Moreno. Le moins qu'on puisse dire, c'est que combattre à domicile ne lui réussit pas vraiment depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Pour 3 combats à Mexico City, c'est 2 défaites et un draw. Pas génial donc. Forcément, il espère corriger le tir dès ce week-end. Il y a 1 an, il sortait d'une 2e défaite consécutive. On ne savait pas vraiment ce qu'allait donner sa carrière. Lui-même déclarait à l'époque vouloir prendre un break pour se poser les bonnes questions, pour voir si l'envie de combattre était toujours là. Finalement, 9 mois plus tard,
Il faisait son retour et il s'imposait largement face à Amir Albassi. Aujourd'hui, il le dit, à cette époque, j'avais besoin de prendre du recul, j'étais fatigué de tout le processus qui amène au combat, la perte de poids, les entraînements, etc. Mais tout a changé maintenant, je reprends du plaisir et ça compte énormément. Il a aussi reconnu que la situation dans la catégorie, dans la course à la ceinture, est assez particulière. On a Kai Kara France et Manel Capé qui semblent tous les deux légitimes pour avoir leur chance. Et lui, en cas de victoire ce week-end, remettra son nom dans la conversation. Surtout qu'on le sait, au mois de septembre, il y a l'UFC Noche, cet événement qui met à l'honneur la culture mexicaine et donc forcément les combattants mexicains. Il pourrait profiter de ça. Et puis il sait aussi qu'il est plutôt bien vu par l'organisation, alors peut-être que pour Brandon Moreno, les planètes sont alignées. Ce week-end, sur cette carte, on retrouve aussi le jeune Raúl Rosas Jr. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en septembre, sur l'événement de la Sphère. Il voulait revenir assez rapidement. Au mois d'octobre, l'ADXC, cette fédération, cette organisation de grappling, lui a proposé d'affronter Mokaev, mais l'UFC a refusé de le laisser participer. Et puis pour ce qui est du MMA, au mois de décembre, l'UFC n'avait rien pour lui. Pareil pour le mois de janvier. Et puis quand on lui a laissé entendre qu'il pourrait être sur la carte de l'UFC Mexico City, alors il a décidé d'attendre et de ne pas essayer de recombattre avant. Il a quand même été approché pour combattre Rob Font quand Dominique Cruz s'est blessé. Et il le reconnaît, ça lui aurait permis de faire un bond énorme dans les classements. Malheureusement, son frère combattait le même week-end et donc tout son coin était déjà pris. Lui aussi devait être dans le coin de son frère. Et puis ajouter à ça le fait que faire le poids aurait été extrêmement compliqué. Il a décidé de décliner l'offre. Faut savoir que lui, dans sa famille, ils sont 4 frères et sœurs, tous combattants. Son père aussi était combattant professionnel. Et puis assez drôle, il a déjà eu l'occasion de combattre sur la même carte que tous ses frères et sœurs. Et même que son père, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Il était très jeune à l'époque, forcément, il avait 8-9 ans, donc il combattait avec les enfants, bien entendu. Mais c'est quelque chose d'assez rare que je ne savais pas et que donc j'ai souhaité vous partager. Samedi soir, il aurait aimé faire face à un adversaire du top 15. Malheureusement pour lui, ce sera Vince Morales, un adversaire non classé, mais un vétéran. Donc dans sa façon de voir les choses, c'est une sorte de compensation. Et puis il a toujours dans l'idée de devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'organisation. John Jones l'a fait à 23 ans, lui n'a que 20 ans aujourd'hui, donc en réalité c'est toujours faisable. Et puis je vous en ai déjà parlé, mais on le voit très régulièrement s'entraîner avec l'élite, et je vous le dis à chaque fois, je pense que c'est très positif pour lui. Et bien là, il nous apprend que pendant ces quelques mois durant lesquels il n'avait pas de combat de prévu, il a fait le tour des meilleures salles de boxe, des meilleures salles de JJB, etc. Et il a même eu l'occasion de s'entraîner avec le coach de Canelo Alvarez. Ça n'est pas rien, et j'espère pour lui qu'il récoltera les fruits de tout ce travail. Des nouvelles d'Alex Pereira maintenant, sa première grosse interview depuis la perte de son titre. On lui a forcément demandé comment il s'était senti les jours qui ont suivi le combat, s'il n'avait pas eu une légère déprime, comme ça peut arriver parfois. Pas du tout. Lui, ce qu'il répond, c'est que de là où il vient, tout n'est que du bonus aujourd'hui dans sa vie, mais c'est pas pour autant qu'il ne veut pas récupérer sa ceinture, bien sûr. Et il explique aussi qu'il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Quand tu es sur le chemin de la gloire et que tu t'inclines, ça peut être synonyme de perte d'opportunité, mais pour lui, aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, encore une fois, c'est différent. Un exemple tout bête, les sponsors sont toujours là, les fans aussi, donc la situation n'est pas dramatique. D'après lui, c'était tout simplement un soir sans, ça peut arriver, et pourtant, malgré ça, il pense toujours avoir remporté le combat, en tout cas avoir remporté 3 rounds sur 5. Depuis quelques jours, on entend des rumeurs comme par lesquelles il était blessé et malade. J'en ai parlé ici. Il ne veut pas se trouver d'excuses. Personne n'arrive à 100%, c'est ce qu'il a déclaré, et il parlera de sa situation quand il sera de nouveau champion pour ne pas que ça sonne comme une excuse. D'ailleurs, il a annoncé que son prochain combat sera la revanche, même si rien n'est signé, il en est convaincu, et que le mois d'août qu'a évoqué Ankalaev lui convenait parfaitement. Et puis malgré la défaite, il y a du positif, notamment la défense de takedown, qui prouve à tous son évolution, ce n'est pas qu'un simple kickboxer. Et concernant les accusations du coin d'Ankalaev, qui nous ont expliqué qu'il s'était huilé le corps afin d'avoir un avantage dans les phases de lutte, c'est totalement faux. Ça sonne pour le coup comme une excuse, et il assure qu'il n'a jamais triché de toute sa carrière. On l'a aussi interrogé sur le trash talk mis en place par le Russe avant leur confrontation. Est-ce que ça l'a déstabilisé? Est-ce que ça a eu un impact sur lui et donc sur sa performance?
Il assure que ça n'a rien changé à son approche du combat, et d'ailleurs dans la cage rien ne l'a surpris, il s'attendait à ce niveau d'opposition. Et puis enfin, s'il s'était imposé ce soir-là, rien n'était signé pour la suite, mais lui, personnellement, il aurait aimé aller combattre pour la ceinture des poids lourds, ou alors en boxe anglaise, et il assure que la défaite n'a pas changé ses ambitions, et qu'une fois son titre récupéré, on pourrait le voir tenter sa chance dans la catégorie reine, que ce soit à l'UFC ou en boxe anglaise. Des nouvelles maintenant de Kamaru Usman, l'ancien champion des poids welter, les moins de 77 kilos. Il veut revenir, on le sait, et il a 3 noms en tête, je vous les donne dans l'ordre. Choix numéro 1, Sean Brady. Choix numéro 2, Shavkat Rakhmonov. Et enfin, le troisième choix, Joaquin Buckley. D'après lui, ce qui fait le plus de sens, c'est Sean Brady. Pourquoi? Parce que si lui bat Brady, alors il aura tout de suite sa chance pour le titre. Et si c'est Brady qui gagne, alors il aura battu 2 anciens champions de suite. Et ça fait extrêmement de logique dans la catégorie. Je vous disais dans un précédent épisode que Michael Venom Page voulait affronter Colby Covington. Il avait même dit qu'il voulait tout simplement le frapper, qu'il ne savait pas pourquoi. Vous commencez à connaître Colby Covington, il n'y a pas besoin de trop le pousser pour avoir une réponse. C'est chose faite. Si c'est un combat en 5 rounds, je vais lui enlever la vie, c'est ce qu'il a déclaré. Je vais le laver, je vais lui faire un trou au milieu du visage. C'est juste un idiot sans importance. Voilà, Colby Covington, je voulais vous faire la petite citation du jour. Marvin Vettori qui sort d'une défaite, il semblerait à accepter une offre de l'UFC pour affronter Sharapudin Magomedov. Quand tu sors d'une défaite et qu'on te propose Magomedov, ça reste un gros nom. Je pense que c'est une très bonne option pour lui, surtout que d'un point de vue du style, son style de grinder, parfois même de lutteur, je pense, pourrait l'avantager vis-à-vis du russe. Paul Felder est un combattant retraité de l'UFC, on le sait, c'est aujourd'hui un commentateur, un analyste. Et il nous explique qu'il y a quelques années, il avait réintégré le pool antidopage de l'UFC, il avait soumis quelques échantillons, il avait envie de revenir. Et ce qui lui donne cette envie, c'est qu'il continue à s'entraîner très dur, avec des combattants qui, eux, sont au sommet de leur carrière. Donc il sent qu'il est toujours là, il sent qu'il a toujours la flamme en lui, mais il s'est posé les bonnes questions. Pourquoi, s'il a arrêté de combattre alors qu'il était à son prime, parce qu'il voulait profiter de sa famille, etc., pourquoi reviendrait-il maintenant alors qu'il le sait au fond de lui? Ses prestations ne seront pas aussi bonnes qu'à l'époque. En effet, il s'est posé les bonnes questions et a donc décidé de rester retraité. Il y en a un autre qui est un ancien pensionnaire de la Big League, mais qui lui combat toujours, c'est Shane Burgos. Il a quitté l'UFC il y a quelques années pour rejoindre le PFL. Aujourd'hui, il est free agent, il est donc libre de tout contrat, et il aimerait se réengager avec l'UFC afin d'y finir sa carrière. Il n'a pas combattu depuis plus d'un an, mais explique que financièrement ce n'est pas un problème, il a ce qu'il faut, et que d'ailleurs c'est une sensation assez particulière, assez jouissive de combattre parce que tu en as envie, et pas parce que tu en as besoin. Est-ce que l'UFC va lui rouvrir ses portes alors qu'il les a quittées pour la concurrence? Surtout Shane Burgos, qui n'est pas un nom énorme, qui ne deviendra pas champion. En tout cas, je ne pense pas me tromper en disant ça. Je n'en suis pas convaincu. Direction l'Hexagone maintenant et Taylor Lapillus. On le sait, son contrat était arrivé à son terme avec l'UFC en septembre dernier et n'avait toujours pas été renouvelé. Lui-même disait qu'il ne savait pas s'il allait continuer avec l'organisation ou non. C'est tombé hier, il semblerait qu'il ait signé au PFL. Souhaitons-lui de prendre de l'argent pour ces dernières années. Pourquoi pas se rapprocher de la ceinture? C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Sa carrière qui a été semée d'embûches, il a été à l'UFC, il a été remercié, il y est revenu et de nouveau, il n'arrive pas à négocier un nouveau contrat. Espérons que les choses se terminent bien pour lui. La grosse nouvelle qui a secoué le monde du MMA hier en tout cas, c'est Don Davis, le CEO du PFL, qui a tweeté, comme par laquelle John Jones pourrait se faire 50 millions de dollars s'il acceptait d'affronter Francis Ngannou. Ce serait le moyen de savoir qui est le meilleur poids lourd MMA au monde et le réel pound for pound numéro 1. Ce serait le combat de la décennie pour les fans de MMA. Très sincèrement, je n'y crois pas. Je ne vois pas l'UFC libérer John Jones de son contrat. Dana White, il n'a pas forcément la concurrence dans son cœur. Il ne les porte pas dans son cœur. Pourquoi leur ferait-il ce cadeau? Et même John Jones, je pense qu'il est très bien à l'UFC. Il a très bien gagné sa vie. Il a beaucoup de sponsors. Il commence à faire du cinéma, etc. La seule chose que je reproche à John Jones, moi aujourd'hui, c'est de bloquer la catégorie et donc d'empêcher Thomas Pinal de combattre, alors que, comme vous le dites assez souvent, il arrive à son prime. Ce sont de belles années de gâchées pour lui. Muhammad Mokaev, on en parlait tout à l'heure à 2 reprises, il a signé avec le Karaté Combat. Plutôt étonnant, lui qui avait plutôt un style de lutteur, même s'il était très bon debout bien sûr.
On se souvient, il est remercié par l'UFC, lui aussi. Il retourne au Brave, hein, là où il avait fait ses armes. Et maintenant, le karaté combat, est-ce que c'est un contrat d'exclusivité? Je ne sais pas. On sait qu'il y a certains combattants qui peuvent combattre au karaté combat et ailleurs. Donc peut-être qu'il va continuer en parallèle sa carrière de MMA. L'un d'entre vous dans les commentaires me demandait il y a quelques jours quand étaient les débuts officiels du GFL. Je te disais qu'on n'avait pas encore de date officielle. La rumeur porte à croire que ça va se passer à Los Angeles les 24 et 25 mai prochains, un événement donc sur 2 jours. Je trouve ça quand même assez impressionnant pour leur début. Vous le savez, l'UFC s'est lancé dans le Power Slap, ces concours de gifles que certains trouvent assez idiots, disons-le franchement. Eh bien, Joe Rogan est plutôt de votre avis, il ne comprend pas le choix de l'UFC. Lui milite auprès de Dana White depuis des années pour que la promotion se lance dans le kickboxing, du kickboxing avec des gants de MMA et dans une cage, ça serait d'après lui quelque chose d'énorme. Malheureusement, ils ont été doublés par le ONE FC de ce côté-là. S'ils s'y mettaient, peut-être qu'ils arriveraient à faire quelque chose de très convenable, bien sûr. Et quand on voit les chiffres du Power Slap aujourd'hui, ça donne le tournis. Je pense que Dana White ne voit donc pas les choses sous cet angle. Artem Vakitov, là on va parler kickboxing, mais vous allez voir, il y a un lien avec le MMA. C'est l'ancien champion du Glory, l'ancien champion des poids lourds légers. Il s'était lancé dans une carrière d'arts martiaux mixtes. Il avait remporté un combat au Dana White Contender Series. L'UFC lui a donc fait une offre qu'il a déclinée parce qu'il ne la juge pas assez haute. Il pense pouvoir faire plus d'argent au Glory. Et d'ailleurs, c'est chose faite puisque l'organisation le fait revenir et lui propose d'affronter son champion poids lourd, le visage de l'organisation, Rico Verhoeven. Il faut savoir que Vakitov, il a déjà affronté 2 fois Pereira au Glory, une défaite et une victoire. Donc la trilogie aurait été belle à l'UFC, même si bien sûr il aurait dû faire ses armes, il aurait dû arriver jusqu'au sommet. Mais c'est un combat, je pense qu'on ne verra pas, même s'il a confié qu'il était toujours en discussion avec l'UFC. Mais en tout cas, pour l'instant, il est concentré sur le Glory. Ce sera le Glory 100 le 14 juin prochain. Et je le rappelle, il essaiera d'aller dérober la ceinture du champion Rico Verhoeven. À l'UFC toujours, on vient de perdre un combattant du côté du roster. Voilà, on a Abdul Razak Al-Hassan qui ne fait plus partie de l'UFC. Et puis on termine avec une news. D'ailleurs, avant de terminer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ça me ferait très plaisir. Si vous découvrez ce format, sachez que je parle d'actualité MMA quasiment tous les jours, du lundi au vendredi. J'espère que ça vous plaît. Et cette dernière news, c'est Logan Paul, le frère de Jake Paul, qui a envoyé un texto à Dana White quand il a su que l'UFC allait organiser en septembre dernier un événement à la Sphère. Il a demandé à combattre sur la carte, même à être dans les prélims ou les early prélims, ça ne lui posait pas de problème. Dana White ne lui a même pas répondu. On sait que White, encore une fois, il n'apprécie pas forcément les frères Paul, surtout Jake, je pense, qui a beaucoup critiqué la façon dont Dana White menait son business, le fait qu'il sous-paye les combattants, etc. Donc forcément, j'aurais été assez étonné de voir son frère combattre dans la Big League. Tout de suite, ne quittez pas parce que c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et cette Minute Auditeur, je la commence avec Norens. Petite précision concernant Velasquez, il a surtout été inculpé pour la mise en danger dans un espace public. On refait pas l'histoire, hein. Velasquez a été condamné à 5 ans de prison. Je pense, en tout cas il semblerait qu'il ne lui reste que 2 ans à faire. Pourquoi? Parce qu'il a tiré sur un homme soupçonné d'avoir touché un de ses enfants. Tu nous ajoutes cette petite précision, merci à toi. Younsrub, perso, je pense que Ankalaev va devenir un véritable problème et un grand champion pendant un bon moment, car sa confiance va exploser. Il va être de plus en plus à l'aise dans la cage et au micro au niveau du trash talk. Je le vois même réussir à mettre KO Pereira lors de la revanche. C'est vrai que dans la catégorie là, je vois pas grand monde qui peut aller chercher Ankalaev, même si tout est possible, bien sûr. Maintenant, on l'a vu, on se dirige vers une revanche Pereira-Ankalaev. J'ai quand même un petit espoir que Pereira puisse le faire, mais ça va être très compliqué, je suis d'accord avec toi. Et on termine, message très intéressant de Tino Fernandez, je n'y avais pas du tout pensé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il me demande, selon toi, quel serait le plus grand accomplissement? Bilal Muhammad qui fait Leon Edwards, Sean Brady, Kamaru Usman, Rakhmonov, Madalena, Gary et Buckley? Ou alors Duplessis qui fait Strickland, Adesanya, Whittaker, Shimaev, Imavov, Borayo et Hernandez. Ce sont pour moi les 2 catégories les plus denses de l'UFC, mais quel serait le plus grand accomplissement? Je suis d'accord avec toi, les welters et les moyens, ils nous font rêver en ce moment, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir, bien sûr, vous la verrez à la fin, elle s'affichera à l'écran.
Moi, personnellement, je mettrais Duplessis. Duplessis, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des gars comme Whittaker, Adesanya, Strickland, Shimaev, Borayo, je trouve que leurs noms sont un peu plus claquants. Et par exemple, Shimaev, c'est vraiment le monstre. Tu vois là, Rakhmonov, c'est vrai qu'il impressionne, mais il est un peu plus humain, surtout depuis son combat contre Gary. Shimaev, on a l'impression qu'il monte en puissance. Donc c'est différent. Donc je donnerais l'avantage à Duplessis de par le niveau d'adversité, mais très honnêtement, ça se joue pas à grand-chose. Bilal Mohamed, ce serait aussi énorme pour lui. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très prochainement à 17 h. Je l'espère demain pour un dernier mot de l'UFC Mexico City. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur cette carte, allez voir les vidéos de notre ami UFC Analyse et Pronostic. C'est toujours de la grande qualité, donc n'hésitez pas à le soutenir. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Portez-vous bien. Salut.